au niveau de l'immunofluorescence, on n'aura pas de dépôt. Et au niveau de la microscopie électronique, on aura une fusion des pieds de podocytes. Dans le cas où la ponction biopsique rénale a indiqué, c'est posé devant un âge inférieur à 1 an ou supérieur à 10 ans, avec comme autre critère un syndrome néphrotique impur, une corticorésistance, une corticodépendance, des signes cliniques extra-rénaux et une anomalie du complément. Concernant l'évolution, comme élément de surveillance, nous allons surveiller chez cet enfant le poids, la diurèse, la tension artérielle, l'examen clinique quotidien, la protéinurie de 24 heures ou à défaut le rapport protéinurie-créatinurie et l'urée-créate. Comme modalité évolutive, si l'évolution est favorable, nous aurons soit la guérison, soit la rémission complète, soit une corticosensibilité. La guérison, c'est si aucune rechute n'a lieu pendant 2 ans et après arrêt de tout traitement spécifique. Cela n'exclut pas néanmoins une rechute tardive. La rémission complète est définie par la diminution de la protéinurie urinaire jusqu'à la négativation, se définissant par un rapport protéinurie-créatinurie inférieur à 20 mg par millimole ou inférieur à 0,2 mg par milligramme, ou encore une protéinurie inférieure à 5 mg par kilo par 24 heures. La corticosensibilité, quant à elle, est la disparition des signes cliniques et biologiques au cours des 4 semaines de prednisone à 60 mg de surface corporelle par jour ou après 3 perfusions de solumédrol. On verra tout cela après. Si l'évolution est défavorable, on aura soit une rechute qui peut être une simple rechute, une rechute fréquente ou une rechute espacée. La rechute est le rapport protéinurie sur créatinurie supérieur ou égal à 2 mg par milligramme sur un échantillon d'urine ponctuel pendant 3 jours consécutifs, avec ou sans réapparition d'œdème chez un enfant qui avait déjà obtenu une rémission complète. La rechute fréquente, elle, moins de 2 rechutes dans les 6 mois suivant la rémission de l'épisode initial ou moins de 3 rechutes au cours de toute période ultérieure de 12 mois. La rechute espacée, quant à elle, survient plus de 3 mois après l'arrêt de la corticothérapie. On parle dans ce cas de syndrome néphrotique à rechute espacée. Comme autre évolution défavorable, nous avons la corticodépendance, qui est une rechute de la protéinurie survenant lors de la diminution des corticoïdes ou dans les 3 mois suivant son arrêt. Elle est dite à haut seuil si elle est supérieure ou égale à 0,5 mg par kilo par jour. Enfin, nous avons la corticorésistance, qui est une persistance de la protéinurie et du syndrome néphrotique après 4 semaines de prednisone à 2 mg par kilo par jour ou 60 mg par surface corporelle par jour, complétée par 3 perfusions de solumédrol. Comme évolution, nous pourrons avoir des complications. Elles sont, comme première complication, nous avons des complications infectieuses qui peuvent être cutanées, respiratoires. Ça peut être également des péritonites, méningites, septicémie, tuberculose ou encore dû à des infections virales qui sont beaucoup plus iatrogènes. Comme autre complication, nous avons des thromboses artérielles ou veineuses, thrombophlébites, embolie pulmonaire. Nous pourrons avoir également une protéinurie massive et prolongée. Il y a un risque d'immunodépression, de dénutrition, de retard de croissance, d'anémie ou d'ostéoporose. Comme autre complication, nous avons des complications métaboliques. Il s'agit du collapsus cardiovasculaire, anémie par fuite urinaire de transférine, un état de malnutrition protéique, une crise néphrotique abdominale, une insuffisance rénale, rachitisme ou hypothyroïdie par fuite de T4 et des protéines porteuses. Comme autre complication du syndrome néphrotique pur idiopathique, nous pouvons avoir des complications liées au traitement. Une corticothérapie au long cours qui peut entraîner un diabète sucré, une cataracte, une cassure naturelle et une susceptibilité aux infections, pour ne citer que cela. Également, les accidents liés au traitement, si jamais l'enfant est sous immunosuppresseur, on peut avoir une gonadotoxicité, une anémie. Comme autre complication, nous avons les anomalies de l'hémostase, nous l'avons cité précédemment, qui peut être une augmentation de fibrinogène plaquettes des facteurs 5, 7 et 8, et également une diminution de l'antithrombine 3. Nous allons parler des formes cliniques. Nous allons commencer par les formes symptomatiques. Comme forme pure, nous parlerons, il faut faire confère au syndrome idiopathique, comme fait dans le type de description.
Les formes impures, c'est syndrome néphrotique impur qui peut être défini par une association d'un ou de plusieurs signes suivants. Une hypertension, une insuffisance rénale aiguë organique, une hématurie, une protéinurie non sélective et une hypocomplémenténémie. La forme selon l'âge. Chez les enfants de moins d'1 an, nous avons le syndrome néphrotique congénital type finlandais qui apparaît précocement à la naissance, qui est sévère et insensible au traitement, évoluant vers une insuffisance rénale avant 3 ans. Sur le plan histologique, nous avons des dilatations microkystiques des tubules. Comme autre forme clinique avant 1 an, nous avons le syndrome néphrotique infantile et le syndrome néphrotique d'origine infectieuse. Dans ce cas, c'est souvent secondaire à une syphilis ou une toxoplasmose congénitale, d'évolution favorable suite au traitement étiologique. Concernant les formes selon l'âge, chez les enfants de plus de 10 ans, nous avons des formes secondaires, des syndromes néphrotiques impurs et une évolution sévère vers l'insuffisance rénale chronique. Comme autre forme clinique, nous allons parler des formes histopathologiques. Pour ce faire, nous allons commencer par la hyalinose segmentaire et focale, abrégée HSF. C'est un syndrome néphrotique impur qui est cortico-résistant et avec habituellement une insuffisance rénale qui réalise des dépôts d'aspect hyalin sur l'endothélium, des parois capillaires dans certains anses seulement et dans certains glomérules. À la microscopie optique, nous avons une hypertrophie des podocytes séparés de la membrane glomérulaire basale par du matériel hyalin. À l'immunofluorescence, nous avons des dépôts mésangiaux diffus d'IgM, dépôts de C3 au niveau des lésions segmentaires. Et à la microscopie électronique, nous avons des gonflements des podocytes et effacement des pédicelles. Comme autre forme histopathologique, nous allons parler de la prolifération mésangiale diffuse, abrégée PMD. C'est un syndrome néphrotique avec hématurie. À la microscopie optique, nous avons une hypercellularité mésangiale, élargissement de la matrice mésangiale sans lésion des parois capillaires glomérulaires. À l'immunofluorescence, nous n'avons pas souvent de dépôts, mais parfois on peut avoir des dépôts qui sont glomérulaires de type IgM et de complément. Au microscope électronique, nous avons des gonflements des podocytes et d'effacement des pédicelles. Comme autre forme histopathologique, nous avons la glomérulonéphrite extramembraneuse, qui est un syndrome néphrotique impur avec risque de formation d'embole. Nous avons la présence des dépôts extramembraneux et à l'immunofluorescence des dépôts d'IgG et de compléments. L'autre forme histopathologique, c'est la glomérulonéphrite membrano-proliférative, qui est un syndrome néphrotique impur. Et nous avons également enfin une glomérulonéphrite à IgA, la maladie de Berger, qui est une hématurie macroscopique avec absence d'atteinte extra-rénale. À l'immunofluorescence, nous avons des dépôts mésangiaux d'immunoglobuline A. Dans les formes cliniques, nous avons les complications, comme nous l'avons dit précédemment. Il s'agira des infections thromboemboliques et des chocs hypovolémiques. Nous allons entamer le chapitre sur le diagnostic. Pour ce faire, nous allons commencer par le diagnostic positif. Le diagnostic positif est posé devant l'épidémiologie. Il s'agira de l'âge et du sexe masculin. Au niveau clinique, nous avons un syndrome œdémateux de type rénal, une protéinurie massive supérieure à 3 croix, une absence d'hématurie et une tension artérielle qui est normale. Le bilan sanguin reviendra avec une hypoprocidémie inférieure à 60 grammes par litre et une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Le bilan urinaire montrera à la protéinurie de 24 heures, on aura une protéinurie massive supérieure à 50 mg par kilogramme ou le rapport protéinurie-créatinurie supérieur ou égal à 200 mg par millimol. Au niveau histologie, il faut savoir que la ponction biopsie rénale n'est pas systématique. Mais s'il y a indication, dans 90% des cas, elle montre au microscope optique des lésions glomérulaires minimes. Au microscope électronique, nous avons des fusions des pieds de podocytes. Et à l'immunofluorescence, nous n'avons pas de dépôt de complément dit d'immunoglobine au niveau des glomérules. Là, on a des indications de la ponction biopsique rénale, comme dit tout à l'heure, précédemment. Nous allons parler du diagnostic différentiel. Comme diagnostic différentiel, devant le syndrome néphrotique idiopathique peut être discuté avec d'autres causes d'œdème qui sont extra-rénales. Au niveau hépatique, ça peut être une insuffisance hépatocellulaire, une cirrhose ou un syndrome de Budd-Chiari. Au niveau digestif, ça peut être une entéropathie exudative ou un lymphangiectasie. Au niveau